Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui sera axé sur les métiers de la communication. Comme vous pouvez le voir, on sera accompagné de 2 intervenants. Pour ma part, je m'appelle Lucie Potier, je travaille pour la Cité de la solidarité internationale en tant que chargée de communication et événementiel. La Cité de la solidarité, internationale, gravite autour de 3 programmes. Un premier programme, qui cohabite, donc qui est un tiers-lieu, qui accueille à la fois des associations et qui accompagne dans les différents projets. On a ensuite, Coexiste, qui est un incubateur de co-construction, de partenariat entre ONG et entreprises. Et on a Cogite, c'est dans ce programme, qu'est intégré les Zoom métiers sur la communication et enfin sur les Zoom métiers en général, pardon, et qui est là, pour, accompagner et organiser, ces Zoom métiers et ces conférences sur différentes thématiques. J'en profite également pour vous parler de Soliway, qui est un événement qui aura lieu le vendredi 17 novembre et le samedi 18 novembre. C'est un événement qui se déroule sur 2 jours. Donc on a une journée qui est dédiée aux professionnels, la journée du vendredi. Donc, on attend à peu près, 180 personnes, 200 personnes et c'est une journée, qui va être rythmée avec des conférences, des ateliers et également des moments de réseautage pour développer votre réseau, échanger avec vos pairs. Donc voilà, je vous invite, si vous êtes intéressés à participer à cette journée, toutes les informations sur le site internet soliweb.net. Et ensuite, la journée du samedi 18 novembre et la journée, est une journée gratuite et ouverte à tous. Je vous invite, à venir découvrir les métiers de la solidarité internationale autour de conférences, d'ateliers, d'activités et également, visiter notre village exposant avec à peu près une soixantaine d'exposants. Donc voilà, vous trouverez toutes les informations sur soliweb.net. Je vous mettrai le lien dans le chat. Donc je vais, laisser, maintenant la parole, aux intervenants. Donc, il y aura, Céline, qui travaille, chez Bioforce, qui fera, la première partie de la présentation. Ensuite, on aura, Driss Agoun, qui travaille pour Triangle Génération Humanitaire en chargé de communication et qui interviendra du coup en deuxième partie et on en profitera aussi pour répondre à vos questions. Donc la présentation durera entre 40-45 minutes et ensuite on prendra le temps de répondre à vos questions. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire et une bonne écoute. Merci Lucie. Alors, on va peut-être commencer par se présenter. Donc moi, je m'appelle Céline Laloux, je travaille comme coordinatrice parcours et métier pour Bioforce. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bioforce, qu'on appelle souvent École de l'humanitaire, donc c'est un institut de formation professionnelle qui forme donc au métier de l'humanitaire. Donc, on a une grosse partie de notre activité qui est vraiment dédiée à la formation de personnes qui viennent sur nos 2 sites, à Lyon d'une part, et on a aussi un centre de formation à Dakar, au Sénégal. Afin de former à une série de métiers, la coordination de projet, la logistique humanitaire, la gestion financière, administrative et RH, responsable de projet WASH, également une formation post-bac responsable environnement de travail et logistique humanitaire. Ce sont les principaux métiers auxquels on forme. À Dakar, il y a également une formation en gestion de projet autour de la thématique de la protection de l'enfance. Et une autre partie aussi de nos activités, c'est de rapprocher la formation des terrains d'intervention. Donc, on intervient aussi auprès d'organisations euh, qui ont besoin d'appui, ou bien on organise également des formations plus courtes, accessibles à des professionnels qui sont déjà sur le terrain, donc tant ici en France, à Vénissieux, que sur le continent africain. Et moi, mon parcours, en deux, trois petits mots, moi, je suis psychologue clinicienne de formation. J'ai aussi un master en criminologie. Ça ne me prédestinait pas forcément à l'humanitaire. J'ai travaillé pendant un temps en Belgique, parce que je suis belge comme psychologue. Je suis spécialisée dans la gestion des traumas. Et puis, voilà, l'appel de l'humanitaire a fait le reste. Et puis, j'ai pas mal galéré, évolué sur des postes principalement en gestion de projet, dans le secteur de l'éducation, de l'accès à la justice, la résolution alternative de conflits.
tant côté bailleur que côté ONG. Et puis, depuis 2 ans, j'ai un poste qui est plutôt dédié à l'accompagnement des humanitaires, parce que ça correspondait plus voilà, à ce que j'avais envie de faire. Et donc, mon rôle au sein de Bioforce, c'est de faire vraiment l'accompagnement carrière et l'orientation professionnelle des personnes qui sont soit déjà dans l'humanitaire, soit qui veulent y entrer. Et une toute petite partie de mon activité est également dédiée à des activités de staff care, donc tant dans les formations que je peux dispenser qu'auprès d'autres engagements voilà, bénévoles que j'ai par ailleurs. Voilà, dans l'idée de soutenir les humanitaires dans leur engagement et dans leur équilibre voilà, de vie professionnelle, privée et leur santé mentale. Voilà, en quelques mots. Et je vais laisser la parole à Driss qui va se présenter avant d'embrayer sur la suite. Très bien, merci beaucoup Céline. Donc bonsoir à toutes et tous. Je suis Driss Agoun, chargé de communication pour Triangle Génération Humanitaire. Pour vous donner rapidement quelques éléments concernant mon parcours, donc moi, j'ai fait une formation en sciences politiques jusqu'à Bac+4. Ensuite, j'ai fait une spécialisation en Master 2 en communication humanitaire et solidarité. J'aurai peut-être l'occasion de vous en dire plus quand on en sera à la phase des questions-réponses. À la suite pendant ce Master 2, pour le valider, j'ai fait un stage au sein de la Cité de la Solidarité internationale, après quoi j'ai enchaîné avec un volontariat de solidarité internationale pour France Volontaire dans le bureau pays à Madagascar, où j'étais du coup chargé de communication pour France Volontaire sur place. Ensuite, je suis revenu en France, j'ai travaillé cette fois-ci pour la CSI pendant quelques années et après ça, étant originaire de l'agglomération lyonnaise, j'ai voulu revenir un peu dans mon Lyonnais natal et c'est ainsi que je suis rentré chez Triangle Génération Humanitaire et TGH. Donc c'est une ONG qui existe depuis 1994, qui est une organisation de solidarité internationale qui travaille dans les domaines de l'urgence humanitaire, de l'aide au développement et de la réhabilitation, qui axe ses activités sur 3 domaines de compétences qui sont la sécurité alimentaire et les moyens d'existence, l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que la protection et l'éducation. Je rentrerai plus loin dans le détail un peu de TGH, de son histoire et de ce qu'on fait, puis je redonne tout de suite la parole à Céline. Merci. Merci. Alors pour commencer, je vais vous dresser un petit tableau du secteur et des compétences qui sont attendues par les ONG en essayant d'avoir un prisme plus focalisé sur les métiers de la communication, vu que c'est le thème d'aujourd'hui. Euh, alors, quels sont les constats qu'on peut avoir sur le secteur? Ben, d'une part, c'est un secteur qui s'est complexifié avec les années. On observe maintenant vraiment une multiplicité d'acteurs et d'actions dans ce secteur. Aussi une complexité accrue des terrains d'intervention, c'est-à-dire que les crises sont de plus en plus complexes à gérer avec des enjeux parfois très très différents qui coexistent. D'où le défi aussi de pouvoir proposer des professionnels qui sont aptes à répondre justement à cette complexité. Et puis également une exigence de qualité et de transparence à la fois du public, des bailleurs, dans la volonté vraiment de contrôler à quoi servent les fonds, les financements, ce qui a nécessité aussi l'émergence de métiers qui sont spécialisés aussi sur ces questions-là et qui utilisent aussi les fonds à bon escient avec une capacité justement de pouvoir voilà, retracer les actions qui sont menées dans l'optique vraiment de répondre à une exigence de redevabilité. Euh, tous ces constats, ça entraîne quoi? Ça entraîne d'une part une hausse des exigences de recrutement. Donc là où avant, on pouvait se dire, voilà, on avait un sac à dos, beaucoup de bonne volonté, peut-être un métier, des compétences, du temps, de l'énergie à proposer. Mais maintenant, on est sur des véritables métiers. On considère que ce sont voilà, c'est une vraie profession d'être humanitaire, ça ne s'improvise pas. Et ça nécessite de pouvoir démontrer un ensemble de compétences pour des métiers qui se spécialisent de plus en plus et qui se diversifient du coup aussi de plus en plus. Donc même maintenant, on observe, par exemple, dans la logistique, on pouvait avoir voilà, le métier de logisticien. Maintenant, on voit que ça s'affine sous différentes spécialités. Idem pour la communication. On a des thématiques de plus en plus pointues qui se développent. Alors, un petit aperçu des métiers, on peut les catégoriser en deux grandes
Donc en deux grandes catégories. On parle des métiers avec une expertise thématique. Ça, c'est une première catégorie. Ce sont les métiers qui fournissent des services qui sont liés à un thème ou un type d'intervention spécifique. Donc, ce sont des personnes qui sont formées, qui ont une expertise particulière, qui peut du coup être utile dans le secteur de l'humanitaire. Donc, on a des personnes qui sont formées, par exemple, en eau, hygiène, assainissement, en protection de l'enfance, en éducation, en santé, en nutrition, en sécurité alimentaire, en droit. Donc là, c'est une expertise qui va directement être utilisable dans le secteur. Alors, soit sous forme de postes, de fonctions qui sont vraiment des métiers de spécialistes sur ces thématiques, soit ça va être utile pour ensuite avoir une fonction plus fonctionnelle, donc par exemple quelqu'un qui va être coordinateur de projet, mais dont l'expertise va servir pour justement coordonner des projets sur cette thématique particulière. Donc, si vous avez déjà une expertise particulière, ça, c'est vraiment quelque chose qui va soit être directement utile, soit être vraiment un complément à d'autres types de compétences que vous allez pouvoir développer. Et l'autre catégorie de métiers sont les métiers plutôt fonctionnels. Donc, en fait, ce sont les métiers qui fournissent des services qui vont être utiles à un large éventail d'interventions, dont l'objectif est vraiment de permettre la réalisation efficace des projets. Donc, on parle de toutes les fonctions support de type RH, finance, logistique, également la coordination, la gestion de projet, les métiers liés à la gestion de la sécurité, les métiers du plaidoyer et évidemment les métiers de la communication dont on va parler aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas deux choses qui sont incompatibles. Vous pouvez justement avoir une expertise thématique et vouloir occuper un métier plus fonctionnel. C'est d'ailleurs un bon atout si vous avez déjà une expertise de base, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi avoir des très bonnes compétences pour exercer ensuite un métier plus fonctionnel. Alors, si on zoome un peu plus sur la communication, les métiers de la communication dans l'humanitaire, mais justement, j'ai fait une petite recherche là, sur les dernières publications de postes dans la communication dans l'humanitaire. Et en fait, il y a un ensemble de thématiques qui reviennent assez souvent, de types de postes qui sont liés à la communication, pour lesquels on demande un bagage ou une expérience en communication. Mais on va voir que ça va se décliner de façon très, très différente et que ça ouvre en fait à pas mal de champs. Je laisserai Driss après peut-être expliciter plus finement chaque catégorie. Mais donc, ça a un lien aussi avec les métiers du plaidoyer. Enfin, un Zoom métier plaidoyer il n'y a pas très longtemps, pour lequel voilà, des compétences en communication sont souvent demandées. Il y a des personnes d'ailleurs qui ont plutôt un profil communication qui font ensuite du plaidoyer. Il y a tout ce qui va être lié vraiment à l'image de la marque employeur. Donc, voilà, une ONG, par exemple, qui voudrait attirer des talents, vraiment communiquer sur son attractivité en tant qu'employeur. Donc, ça va être lié aussi à la communication RH, à la fois interne et externe. J'ai eu des postes qui étaient liés vraiment à la valorisation de l'expérience candidat. Tout ce qui va être lié aussi à la relation école, dans l'optique de trouver justement les bonnes ressources humaines pour faire fonctionner l'ONG et l'organisation, et puis évidemment de fidéliser aussi les employés. Alors, il y a tout ce qui va être lié à l'événementiel. Ça, j'ai vu pas mal de postes qui étaient spécialement dédiés, ou bien l'événementiel est aussi intégré parfois dans d'autres types de postes que vous pouvez voir. Il y a ensuite aussi tout ce qui est lié plutôt à la notoriété, à la visibilité de l'ONG, notamment le web marketing, donc dans l'idée de favoriser généralement la collecte de dons, donc d'organiser des campagnes de récolte de fonds, etc. Tout ce qui est lié au community management, donc la visibilité de l'organisation sur les réseaux, tout ce qui est lié à la communication numérique, les relations, à la fois relations presse, relations publiques, animation de réseaux, donc à la fois les réseaux avec les partenaires, les réseaux de donateurs, les réseaux de bénévoles, dans l'optique de justement de mobiliser et puis de fidéliser aussi des bénévoles. Et aussi quelques postes qui sont vraiment liés à la gestion, à la production des connaissances. Donc, par exemple, quand on veut diffuser les résultats d'un projet, ça va contribuer à la notoriété de l'organisation et permettre de diffuser aussi des connaissances qui sont acquises au terme d'un projet. Donc, vous voyez, c'est un champ quand même très, très large. C'est pour ça qu'on parle vraiment des métiers de la communication, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Et de nouveau, ça va se décliner différemment selon le type de structure dans laquelle vous travaillez, selon le niveau aussi de poste, et puis selon le fait que vous travaillez sur le terrain ou plutôt au siège. Et donc, c'est vraiment un champ très, très, très large, avec chaque fois un noyau de compétences en communication qui peut vraiment être valorisé et développé. Donc voilà, je laisserai Driss vraiment parler des compétences plutôt de ces métiers-là.
Moi, en quelques mots, j'ai aussi ajouté quelques compétences plus transversales, en fait, qui sont attendues dans le secteur et qui soit viendront compléter des compétences en communication que vous avez, soit vraiment constituer d'autres atouts que vous pouvez valoriser si vous visez ensuite un poste dans l'humanitaire. Donc, voilà, vous avez les compétences liées à votre cœur de métier. Donc ça, c'est ce que je viens d'évoquer. Et ensuite viennent un ensemble de compétences beaucoup plus transversales qui vont être liées vraiment au management, à la capacité de prendre des décisions, à la méthodologie, au fait de pouvoir réfléchir de manière stratégique, de pouvoir être organisé, structuré, planifié, les capacités d'analyse, etc. Donc, un ensemble de compétences qui vont être utiles dans plein de métiers différents. Alors, les compétences personnelles et relationnelles, ça, c'est quelque chose d'assez essentiel dans l'humanitaire. Dans les recrutements, on accorde quand même pas mal d'importance justement à ces compétences relationnelles, vu l'exigence voilà, de travailler en équipe, de travailler parfois avec des nationalités très différentes, de travailler à distance avec des équipes qui voilà, qui sont peut-être dans une autre réalité. Il faut avoir voilà, vraiment cette finesse de pouvoir travailler ensemble avec des personnes différentes, de pouvoir continuer à travailler ensemble, même quand on est mis en situation plus difficile, situation de stress, d'insécurité. Parfois, quand on est en contact avec des publics plus difficiles aussi, des capacités d'écoute, de pouvoir être adaptable aux aléas et aux changements du terrain. Donc ça, c'est un ensemble de compétences qui sont vraiment demandées et qui valent la peine d'être mises en avant si vous postulez dans le secteur. Alors les langues, clairement, hein, c'est un secteur. Alors il y a aussi tout un secteur associatif local, mais globalement, ça reste quand même très international. Et même au niveau local, vous pouvez être en contact avec des publics qui ne parlent pas forcément votre langue initiale. Donc clairement, le français, l'anglais et les langues des contextes d'intervention, arabe, russe, espagnol, ça sont des langues aussi qui peuvent vraiment être valorisées. Alors, je l'ai brièvement évoqué aussi, une appétence pour l'interculturel. Ça, je pense que quel que soit l'endroit où on veut travailler, que ce soit dans son pays ou à l'étranger, il faut avoir le goût de la rencontre, de rencontrer la différence, d'être prêt à voilà, être adaptable aussi par rapport à sa propre culture. Ça implique d'avoir une capacité de recul aussi sur soi-même, sur comment on réfléchit, sur comment on perçoit le monde. L'interculturel, ça reste quelque chose qui est vraiment régulièrement sondé aussi dans les processus de recrutement. Et donc, avoir cette capacité-là d'avoir vécu, travaillé dans d'autres types de contextes, avec d'autres types de personnes, c'est essentiel. Et même au sein d'équipes expatriées, on constate de plus en plus de nationalités différentes. Donc, vous pourriez voilà, avoir pour collègue un expatrié indien, camerounais, un belge, un français, qui doivent voilà, aussi travailler ensemble au sein d'un autre pays dans lequel il y a une autre culture. Donc ça peut être un vrai défi. Aussi, d'où voilà, le fait que ces compétences soient appréciées. Et dans l'humanitaire, dans la solidarité, on ne travaille pas seul, on travaille avec un réseau, avec des partenaires, des acteurs qui ont leurs intérêts propres, leurs logiques différentes, leur niveau de compréhension aussi particulier. Donc pouvoir voilà, adapter son discours et travailler avec ces différents intérêts avec l'objectif d'un but commun, ça c'est vraiment aussi une compétence qui est très demandée, très appréciée, donc à ne pas hésiter à mettre en avant aussi dans vos candidatures. Alors, où est-ce que vous pouvez travailler si vous visez les métiers de la communication? Il y a toute une panoplie d'organisations qui vont être intéressantes, soit des associations de solidarité locale, donc en France pour ceux qui sont en France, mais aussi voilà, dans vos pays d'intervention si vous venez hors de la France, les associations internationales et les fondations qui mènent des projets internationaux dans d'autres pays. Vous avez aussi, voilà, Driss l'a mentionné dans son parcours, des associations d'envoi de volontaires qui, elles aussi, voilà, nécessitent qui ouvrent parfois des postes autour de la communication et pour lesquels voilà, il y a à la fois la dimension de gestion de partenariat, gestion des volontaires, peut-être prospection dans les contextes, etc., qui peuvent être intéressants. La structure de la Croix-Rouge, que ce soit au niveau local ou international, ça c'est un énorme réseau effectivement qui constitue un employeur assez privilégié. Et vous avez aussi toutes les organisations plutôt gouvernementales et internationales de type ONU ou les organisations qui sont liées à des gouvernements et qui travaillent aussi sur des projets de coopération, des projets humanitaires. Donc ça laisse un champ quand même très large en termes d'organisation.
dans lesquels travailler. Et en termes de situation géographique, ça peut être au siège de ces organisations, donc selon l'endroit où elles sont basées, ou directement sur le terrain. Et là, en fonction, les postes en communication vont se décliner différemment. Il y a des postes en communication qui vont être principalement locaux, d'autres qui vont quand même nécessiter un poste expatrié ou en siège. Donc ça dépend un peu du type de fonction visée. Mais voilà, il n'y a pas de restriction par rapport à la communication. Il y a aussi un choix très très large de type de structure et de type de zone géographique que vous pouvez envisager. Et un petit résumé aussi sur les conditions. Donc, quels sont les statuts auxquels vous pouvez prétendre? Ça va dépendre de votre profil, évidemment. Pour les personnes qui démarrent, ça peut être un stage, un statut étudiant sur base d'une convention. Alors, pas sans forcément avoir un bagage en humanitaire, hein. Vous pourriez aussi être dans une école ou faire une formation en sciences politiques ou en communication plus généraliste, ou qui vous prédestine pas forcément à l'humanitaire, et décider de réaliser votre stage au sein d'une ONG afin de progressivement entrer dans ce secteur-là. Ça, c'est quelque chose qu'on observe quand même assez souvent. Alors, le bénévolat, moi, je le valorise toujours aussi parce que c'est quelque chose qui est généralement apprécié quand on candidate. Ça peut démontrer déjà une expérience de travail au sein d'une structure associative. Et donc, c'est vraiment une expérience que vous pouvez aussi valoriser sur votre CV. Alors, le volontariat, clairement, hein, il y a différents statuts de volontaires avec des conditions différentes qui existent, mais qui souvent constituent une très bonne porte d'entrée, justement pour démarrer dans le secteur ou pour justement entériner une expérience ou faire vraiment une expérience de terrain. Le salariat, c'est souvent ce à quoi tout le monde prétend, selon le statut expatrié ou postes nationaux, qui nécessite souvent d'avoir une certaine expérience au préalable, d'où l'intérêt de faire un stage, du bénévolat, un volontariat éventuellement. Et une consultance, là, vous verrez peut-être certains postes sous statut consultance, mais qui constituent, c'est plutôt pour une mission précise sur base d'une expertise particulière. Et généralement, on accède à ce type de statut quand on a déjà de la bouteille et une bonne expérience et une vraie expertise à mettre en avant. Alors, quels sont les chemins d'entrée dans l'humanitaire, la solidarité? Moi, je propose toujours de postuler directement parce que ça permet de voir un peu ce qu'on vaut, est-ce qu'on a des retours, comment ça fonctionne. Des fois, on est surpris, on peut être tout à fait considéré, même quand on n'a pas de parcours dans l'humanitaire au départ. Si on met bien en avant ses compétences, on peut avoir un parcours tout à fait intéressant pour une première expérience dans le secteur. Comme je l'ai mentionné, vous engagez dans du bénévolat ou un volontariat, c'est souvent la porte d'entrée qui va permettre de développer un réseau, de vous faire une première expérience. Et puis, bien sûr, vous former. Et là, il y a un tas de formations qui existent, des formations plus courtes, plus longues, universitaires, professionnelles. Chez Bioforce, on est vraiment dans la formation professionnelle. Là aussi, il y a pas mal de choses qui existent. Et je pense que pour la communication, Driss vous mentionnera aussi son parcours à lui, qui pourra peut-être en inspirer quelques-uns. Je précise, il n'y a pas de limite d'âge, pas de parcours type. Chez Bioforce, on forme des personnes chaque année qui ont plus de 50 ans, qui ont une longue carrière derrière eux sans forcément avoir travaillé dans l'humanitaire avant. Il n'y a pas de parcours type non plus. Je suis toujours surprise des profils que je rencontre et de la créativité, de la combinaison des expériences. Donc, je pense que quand on est motivé, qu'on travaille sur son profil, qu'on arrive à le mettre en avant, les choses peuvent se développer, moyennant parfois certaines étapes. Le chemin est toujours un petit peu plus long que ce qu'on voudrait, mais voilà, globalement, il y a rarement de vraies portes fermées et je pense que ça vaut toujours le coup de tenter. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'humanitaire, la solidarité, c'est pour qui? Il faut une formation et idéalement une expérience en lien avec cette formation de plusieurs mois, quelques années. L'expérience reste quand même un gros critère de recrutement, même si c'est hors humanitaire. Si vous avez une expertise particulière, ça, c'est clairement un atout. Des expériences solidaires, du bénévolat, un volontariat, même des voyages pour montrer votre expérience interculturelle, ça, c'est intéressant aussi. Démontrer que vous êtes directement opérationnel. Un ensemble de compétences, comme j'ai mentionné, un noyau de compétences techniques et aussi des compétences plus interpersonnelles qui sont vraiment demandées dans le secteur. De la motivation. C'est un secteur où ça joue énormément. On parle vraiment de cette motivation, cette capacité à s'engager pour des valeurs. Et puis être préparé, être au clair avec son projet, être éventuellement formé, savoir où on met les pieds. Ça, je dirais que ce sont les quatre éléments nécessaires pour démarrer dans la solidarité.
Je vais laisser la parole à Driss. J'espère ne pas avoir pris trop de temps et je suis disponible de toute façon juste après pour ceux qui auraient des questions plus précises. Merci Céline. Du coup, je vais enchaîner tout de suite. Alors, je vous ai déjà un peu parlé de mon parcours tout à l'heure. Rapidement, pour ceux qui auraient pris le webinaire en cours de route, je vais me représenter rapidement. Donc, je suis Driss Agoun, chargé de communication chez Triangle Génération Humanitaire. Pour ce qui est de mon parcours, donc j'ai fait un master, enfin des études en sciences politiques, puis j'ai enchaîné avec un master spécialisé en communication humanitaire et solidarité. Et après, j'ai fait donc un premier stage professionnalisant à la Cité de la Solidarité internationale, puis j'ai enchaîné avec un volontariat de solidarité pour France Volontaire à Madagascar. Je suis revenu à la CIC pour laquelle j'ai eu le plaisir de travailler pendant quelques années avant de me déplacer sur Lyon et d'intégrer TGH depuis le mois de janvier de cette année. Donc, je vais vous dire encore quelques mots concernant Triangle. Donc, je précisais tout à l'heure que l'ONG existe depuis 1994. Céline, si tu peux changer la slide. Euh, Donc oui, l'ONG existe depuis 1994. Je vous disais donc qu'elle est spéciale, qu'elle agit selon trois types d'interventions, donc l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement. On développe nos activités selon des axes assez transversaux et selon nos trois grands domaines d'expertise. Donc encore une fois, la sécurité alimentaire, les moyens d'existence, l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement et la protection, éducation. L'ONG est présente aujourd'hui dans une dizaine de pays. Par le passé, voilà, on a eu des interventions dans d'autres pays, au Laos, au Vietnam, en Indonésie. TGH a démarré ses premières actions humanitaires au Kosovo ainsi qu'au Rwanda, donc au milieu des années 90. Le principe d'intervention de l'ONG, depuis sa création, est vraiment un principe de partenariat, c'est-à-dire que dès le départ, l'ONG, les premiers qui partent, vont aller identifier des partenaires locaux ou des parties prenantes sur le terrain avec qui on va pouvoir développer les activités en cogestion, si je puis le dire ainsi, pour ensuite développer des activités qui vont se vouloir pérennes dès le départ, dans un objectif que lorsque les projets arrivent à leur terme, on puisse laisser les projets entiers, les programmes entiers clés en main aux partenaires locaux avec lesquels on aura collaboré. Ce qui fait que l'ONG, une fois que les activités sont terminées, ben, ça peut arriver qu'on quitte le pays dans lequel on était, puisqu'on est arrivé au bout du programme et on sait qu'on laisse les choses de manière pérenne auprès des partenaires et des populations locales avec lesquelles on a travaillé. S'agissant ensuite, donc, pour revenir au sujet, donc, le métier de chargé de communication, en quoi ça consiste? Alors, ça consiste en plein de choses. Le mot-clé que je pourrais vous dire, résumer le métier de chargé de com en un mot, bah, c'est la polyvalence. Euh, En gros, donc, le chargé de com, il est là pour valoriser les réalisations de son association, en parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la presse, que ce soit sur le web. Donc, différents types de canaux qui existent, hein. Mais même des fois, le but du jeu, c'est aussi d'aller identifier des canaux qui ne sont pas encore très connus pour justement être le premier dessus et bien se faire identifier par des nouveaux publics. Les publics, c'est une chose importante puisque quand on est chargé de communication, eh bien, on va s'adresser à différentes catégories de personnes. On va s'adresser au public dans le pays dans lequel l'ONG est basée. Donc, par exemple, pour Triangle, il va s'agir du public en France métropolitaine et l'outre-mer. Mais ça va être aussi s'adresser au grand public dans les pays dans lesquels on intervient. Ça va être aussi s'adresser aux partenaires institutionnels, aux partenaires internationaux, mais également aux partenaires locaux, aux parties prenantes dans les pays dans lesquels on intervient. Alors, ce n'est pas le chargé de com qui va s'adresser directement à tous ces publics. Dans certains cas, il va simplement être celui ou celle qui va créer les différents supports qui vont permettre aux équipes terrain d'aller ensuite s'adresser aux partenaires, qu'ils soient locaux ou internationaux. L'autre fonction très importante du chargé de com, c'est qu'il est un peu le garant des chartes éditoriales et graphiques de son organisation. Donc la charte graphique, c'est un document généralement qui compile à la fois le logo, les couleurs, les éléments vraiment visuels qui doivent être utilisés par tous les membres de l'organisation lorsqu'ils produisent de la communication, sachant que ça va aussi bien de la manière dont les mails sont rédigés à la manière dont les PowerPoint peuvent être conçus.
Et puis, donc, la charte éditoriale, ça va être tous les éléments de langage, tous les éléments de communication qu'on va transmettre à l'extérieur, que ce soit les équipes techniques sur le terrain ou que ce soit les membres de la direction, dans les grands événements internationaux. Et donc, le chargé de com est là pour faire en sorte que tout le monde parle d'une même voix et que le discours, qu'il soit prononcé à Bangui, à Birao, à, à Tindouf en Algérie ou à, à Aden au Yémen soit rigoureusement le même. Voilà globalement pour ce qui est de ces aspects-là. Si tu peux passer à la slide, voilà, les savoir-faire maintenant. Donc, Céline le mentionnait tout à l'heure, voilà, il y a pas mal de compétences qui vont dans le métier de la communication, donc de compétences techniques. Alors, c'est assez vaste, hein. Il y a beaucoup de champs qui rentrent dans le cadre de la communication. Alors, bien évidemment, la rédaction, il est attendu d'un chargé de communication qu'il sache rédiger. Alors, on ne vous demandera pas d'être des romanciers ou des grands auteurs, mais au moins d'avoir quand même une capacité rédactionnelle assez conséquente, ne serait-ce que déjà pour rédiger des stratégies de communication ou différentes guidelines un peu pour voilà, orienter vos collaborateurs sur la bonne manière d'utiliser les différents outils de com à disposition, mais également pour pouvoir produire des articles de presse, des articles web, différentes notes ou autres rapports qui pourront être envoyés aux partenaires ou aux donateurs. Ça implique aussi, dans le panel des compétences qui sont sollicitées, qui peuvent être demandées, c'est bien sûr des compétences en matière de conception visuelle. Donc, que ce soit de la conception graphique, de la conception du montage de vidéos, également du montage photo dans certaines circonstances. Et on peut également aussi attendre des compétences en matière de photographie. Alors là encore, on ne vous demandera jamais d'avoir l'œil aguerri d'un photographe professionnel, mais quand même des compétences, un savoir-faire en matière de photo, comment se positionner, comment arriver à être informé sur voilà, comment fonctionne un peu la lumière vis-à-vis des objectifs d'une caméra ou d'un appareil photo. Ça peut aussi être des plus en matière de compétences que vous pouvez valoriser et qui peuvent voilà, jouer lors d'un entretien. Également, bien sûr, tout ce qui va concerner le digital, donc l'administration des réseaux sociaux, l'administration d'un site internet, mais également tous les petits à côté techniques qui vont avec, donc c'est-à-dire la conception d'une stratégie de web marketing, mais aussi le suivi et l'évaluation des indicateurs de performance, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur les sites internet. Ça, pour le coup, ce sont des choses qui étaient encore balbutiantes il y a je dirais même 10, 15 ans en arrière, ouais, même encore 10 ans. Aujourd'hui, ça fait partie des attendus quasi obligatoires lorsqu'on candidate à un poste de chargé de communication. On ne vous demandera pas d'avoir les compétences d'un concepteur de site internet, mais en revanche, d'être bien informé sur ce que sont des KPI, ce que sont les grands indicateurs ou les indicateurs principaux de suivi des réseaux sociaux. Ça fait partie des indispensables. Bien évidemment, bien sûr aussi avoir des bonnes compétences en matière de relations extérieures, donc une bonne expression orale, une bonne capacité à capter l'attention d'un auditoire que ce soit dans un événement public ou dans un événement plus privé comme une réunion professionnelle. Une capacité de synthèse également sera attendue, que ce soit à l'écrit mais également à l'oral. Et bien évidemment, tout un travail de relations, que ce soit les relations presse ou les relations institutionnelles. Céline le mentionnait tout à l'heure, l'événementiel, qui aussi devient de plus en plus partie intégrante des compétences attendues pour un chargé de communication. Donc, que ce soit le pilotage de projets qui peuvent être de dimensions variables, ça peut aller de la création d'un événement à échelle très réduite à un webinaire en passant par un événement type un Soliway, pour le coup, qu'on mentionnait tout à l'heure, mais aussi il est attendu d'avoir des compétences techniques pour assurer l'organisation de ces événements-là, également des événements en ligne, comme les webinaires. Ça, c'est quelque chose qui est devenu vraiment un automatisme suite au Covid-19 et la démocratisation des visioconférences. Et là aussi, aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont considérées comme attendues chez un chargé de com que l'on recrute. Enfin, autre aspect, bien sûr, la gestion financière. Alors, ce ne sera jamais à vous de rédiger les budgets
complet de votre organisation, bien sûr que non, mais par contre, il est attendu que vous ayez quand même une capacité de gestion financière dans l'établissement d'un budget de com, que vous ayez aussi la capacité d'assurer le suivi de ce budget, de veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas de débordement dans le budget. Et puis aussi, voilà, tout un volet de consultation, de gestion des relations avec vos prestataires. Et quand je dis consultation, ça va aussi être en capacité de pouvoir rédiger des cahiers des charges, des termes de référence pour pouvoir lancer des appels d'offres, pour aller solliciter des photographes, des prestataires web qui vont pouvoir vous aider, soit pour vos réseaux sociaux, soit pour votre site Internet. Je précise qu'en ce qui concerne les savoir-faire, je le mentionnerai après plus longuement, mais au niveau des profils, là, je vous dresse un peu un portrait assez global de toutes les compétences qui sont attendues. En fonction du type d'organisation dans lequel vous allez travailler, on pourra vous demander tout ou partie de ces compétences. Dans une grande organisation, on aura plutôt tendance à privilégier des profils très spécialisés sur un domaine précis. Dans une organisation plus modeste, on attendra plutôt un profil assez polyvalent qui va pouvoir toucher un peu à tout. Si tu peux passer à… Il semblerait qu'on ait perdu Driss. Il n'y a que moi ou non, c'est tout le monde? Non, effectivement, on l'a perdu. Je me On posais l'a la même perdu. question. Bon, je pense qu'il il a dit qu'il avait des petits soucis de connexion Internet au siège ce matin. Du coup, on va lui laisser le temps de se reconnecter. Désolée pour ce contretemps. Hello Driss, es-tu de Voilà. retour parmi nous? Oui, alors je vous prie de m'excuser pour cette coupure intempestive. Donc, ce qui me permet de rajouter dans la liste des compétences attendues une certaine réactivité et une aisance à utiliser les outils virtuels qui vous permet, de même dans le cas de problèmes techniques comme celui que je viens d'avoir, de réagir assez rapidement. Et je vous prie encore une fois de m'excuser pour cette interruption. Donc, sans surprise. Donc, après, donc, du coup, pour continuer sur les savoir-être, donc, bien évidemment, une aisance orale qui est un élément clé et déterminant. Hein. Si vous êtes un peu timide, la communication, ça peut être un domaine professionnel un peu difficile. Parmi les autres soft skills qui peuvent être attendus, donc bien évidemment, l'ouverture d'esprit, pardon. Donc, quand je dis ça, je comprends bien sûr l'interculturalité. Pourquoi? Parce que et Céline le mentionnait tout à l'heure, lorsque vous êtes chargé de communication, voilà, à l'instar d'autres postes, vous devez interagir avec des collègues qui sont d'autres. Driss? Ah, Oui. ouais, on t'entend. On t'a plus entendu pendant une dizaine de secondes. Ah, désolé. Donc, je disais voilà, qu'il est important de pouvoir avoir un bon niveau de dialogue avec ses collègues de travail, de manière interculturelle, j'entends, mais également les éléments de communication que vous allez produire, certes, doivent rester cohérents vis-à-vis des
des idéaux et de la stratégie de communication de votre organisation, mais il faut quand même que les messages puissent être audibles et compréhensibles, intelligibles dans les pays dans lesquels vous travaillez. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut aussi prendre en compte que vous intervenez et que c'est un paramètre qui doit aussi rentrer en compte dans la manière dont vous préparez vos éléments de communication. Bien évidemment aussi dans les compétences qui sont attendues, une grande capacité d'écoute, que ce soit pour écouter les retours de vos homologues et de vos collègues sur les éléments que vous allez produire, que ce soit les éléments graphiques ou les éléments de texte. Donc voilà, pas non plus s'enorgueillir de ce qu'on produit et d'être en capacité de pouvoir accepter qu'il va y avoir des ajustements qui vont être faits avant qu'une campagne de communication soit intégralement validée. Et puis, bien évidemment, de la curiosité, aller chercher de l'information autour de vous, aller regarder un peu ce que peuvent faire vos homologues, les autres organisations. Alors, non pas dans une logique de plagiat, mais de s'inspirer, mais aussi d'aller regarder ailleurs, dans d'autres secteurs, dans le privé, dans le public, de voir un peu ce qui se fait en matière de communication, et puis aussi aller chercher d'autres canaux, d'autres vecteurs qui peuvent être bénéfiques pour vous d'utiliser. Et puis, bien évidemment, ça va avec une grande dose de créativité qui est toujours de bon ton pour pouvoir être original et percutant dans la communication que vous allez produire. Céline, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure. Donc, la communication, chargé de communication, un seul métier, pas exactement. Selon l'organisation dans laquelle vous êtes, les tâches qui vous seront demandées, les attendus sur votre poste ne seront pas exactement les mêmes. Une organisation de petite taille préférera généralement avoir un chargé de com qui sera assez polyvalent, donc qui va pouvoir toucher à un peu tous les domaines que je mentionnais tout à l'heure, alors qu'une grande organisation avec un service de communication qui va être composé de plusieurs personnes va préférer avoir des profils assez spécifiques qui vont aller remplir des tâches très particulières. Vous allez avoir une personne qui sera dédiée aux relations publiques, une personne qui sera dédiée aux réseaux sociaux, une personne qui va être plus dédiée à la conception graphique, voire même des fois certaines organisations vont carrément externaliser les aspects de conception graphique pour se focaliser vraiment sur d'autres tâches comme le plaidoyer par exemple. Donc les fonctions peuvent être assez variables. D'un chargé de com à l'autre, on n'a pas forcément le même quotidien et les mêmes responsabilités. Sur le terrain, petite précision, lorsque vous êtes chargé de communication sur le terrain, on va bien apprécier un chargé de com polyvalent parce qu'en général, vous allez être le référent communication de votre organisation dans le pays X. De la même manière que moi, j'étais chargé de communication pour France Volontaire à Madagascar. J'étais le seul sur le pays, mais par contre, je m'intégrais dans une équipe de 20 chargés de communication qui étaient répartis un peu partout dans le monde au service du service communication de France Volontaire, qui lui se trouvait du coup à Paris. À l'inverse, donc voilà, au siège, si on est dans la logique inverse, on peut avoir des profils spécialisés et qui vont combler un besoin particulier, ça je l'ai mentionné, et généralement, autre cas de figure, au siège, on pourrait aller recruter des profils plutôt expérimentés, et donc pas forcément des profils avec une longue expérience dans le secteur de la solidarité internationale, mais avec une longue expérience en matière de communicants. Pourquoi? Pour aller chercher plutôt des gens qui vont être dans une logique d'être des managers ou des responsables de service qui vont plutôt avoir pas forcément l'expérience de travailler dans le secteur de la solidarité internationale en matière de communicants, mais par contre qui vont avoir de solides compétences pour ce qui va être de gérer un service de communication. Mais là, encore une fois, ça va vraiment dépendre de la taille des organisations. Tu peux passer à la slide suivante, Céline. Donc, au niveau des enjeux et les défis actuels du métier, donc le souci principal du chargé de communication, c'est avant tout la notoriété de son organisation. Ça fait partie des premiers impératifs
lorsqu'on parle de communication. Pourquoi? Parce qu'il faut faire connaître son organisation du grand public, que ce soit dans son pays de résidence, mais aussi dans ses pays d'intervention. C'est également, il faut promouvoir le travail des équipes terrain, l'implication des partenaires locaux ainsi que l'implication des bénéficiaires. On fait ça dans une logique d'inscrire son association dans le paysage des organisations de solidarité internationale, dans son pays, mais également à l'étranger, dans une optique bien à la fois de mobilisation de dons, d'être également identifié par les partenaires financiers, aussi de faire connaître sa marque employeur, donc être en capacité que lorsque quelqu'un va aller rechercher un poste dans le secteur, il va avoir le réflexe d'aller se renseigner sur votre organisation et même déposer des candidatures, que ce soit des candidatures à des postes spécifiques ou que ce soit des candidatures spontanées. Mais c'est également, bien évidemment, la notoriété peut permettre de transmettre les valeurs et les messages de l'ONG. Donc, la transmission de la notoriété, ça passe par tous les outils de communication qui existent, que ce soit la communication sur les réseaux sociaux, la communication sur le site internet, les relations de presse, la production de newsletters, la conception de vidéos que vous allez ensuite diffuser sur différentes plateformes. C'est globalement l'activité principale du chargé de com qui se décline sous différents aspects. Le deuxième volet, le deuxième enjeu pour un chargé de communication, et là, ce sera l'objet de la slide suivante, c'est la redevabilité. Une ONG, elle reçoit des dons, que ce soit des dons particuliers ou que ce soit des dons d'organisations étatiques ou d'organisations internationales. Et la redevabilité, ça renvoie à l'obligation pour l'ONG de rendre compte de l'usage qui est fait des dons et des financements qu'elle reçoit. Et donc, il est impératif de montrer comment les dons sont dépensés et surtout quels résultats ils ont permis d'atteindre sur le terrain. Donc là encore, ça passe par la quasi-totalité des outils de communication que j'ai mentionnés à l'instant, mais également, ça peut passer aussi par la production de rapports. Alors, ça peut être des rapports annuels, ça peut être des rapports intermédiaires, ça peut être aussi des choses un peu plus pratico-pratiques, l'édition de supports de sensibilisation sur le terrain ou de supports physiques qu'on va aller distribuer au gré d'événements publics, que ce soit sur le pays de résidence ou dans les pays d'intervention. L'idée, c'est vraiment de montrer comment les fonds sont dépensés, puisque quand on fait, notamment auprès des bailleurs, quand on signe un contrat pour un projet, il y a des attendus en termes de communication, c'est-à-dire que le bailleur qui vous prête les fonds va attendre qu'en contrepartie des fonds qu'il vous donne, il va y avoir bien sûr des résultats des résultats techniques qui vont lui être transmis sur le terrain, donc avec des évaluations, avec des indicateurs précis, mais également des indicateurs en termes de communication. C'est-à-dire que vous allez vous engager à dire, eh bien moi, je vais produire tant de rapports qui vont justifier, qui vont mentionner du fait que tel bailleur a financé mes activités. Je vais afficher le logo du bailleur sur des t-shirts, sur des rapports, sur les réseaux sociaux, sur mon site internet. Et là, pareil, ça va engager des attendus, des résultats attendus et qu'il va falloir justifier à la fin, de sorte à ce que vous cochiez les cases de la bonne redevabilité vis-à-vis de votre bailleur. Je parlais des bailleurs de fonds, mais c'est là exactement la même logique concernant les donateurs. Le grand public vous donne des fonds, il est attendu qu'à un intervalle plus ou moins régulier, que ce soit par des newsletters, que ce soit par votre rapport d'activité, que vous leur transmettiez des informations pour leur dire, voilà, vous nous avez donné telle somme sur l'année, voilà comment vos dons ont été dépensés. Ça permet également, pour vis-à-vis de l'individu, du particulier, à la fois de le tranquilliser, mais aussi de garantir une bonne relation de confiance avec le donateur. Je parle du donateur, mais c'est également la logique à peu près annexe qui vaut pour les bénévoles. Il y a également un devoir de redevabilité vis-à-vis d'eux, de manière à leur dire les efforts que vous faites, le temps que vous prenez sur votre temps personnel pour aider à développer le projet associatif nous a permis de réaliser telles et telles actions et d'atteindre tels et tels objectifs, et voici la finalité de tout le travail qui est accompli.
Si tu peux passer à la slide suivante, Céline, merci. Autre enjeu important en matière de communication, donc c'est la transmission de l'information en interne. Alors là, dans la slide, je n'ai pas mentionné la communication à l'intérieur de l'organisation, mais bien évidemment, lorsque vous êtes chargé de communication, on peut vous demander de préparer et de participer à la communication interne à l'organisation. Alors, ça peut passer par plein de choses, des newsletters internes, mais également avoir des fois un petit rôle d'animateur au sein de l'organisation, que ce soit au siège ou sur le terrain, à travers des ateliers que vous allez pouvoir animer, à travers des activités un peu plus récréatives. Alors, je ne parle pas d'agir comme une sorte d'happiness manager, mais tout du moins de contribuer à la construction et au bon développement d'un esprit d'équipe au sein de l'organisation, au siège comme au terrain. Et puis après, d'une manière plus pratico-pratique dans votre travail au quotidien, la transmission de l'information, c'est extrêmement important parce que votre rôle, le chargé de com, il se situe généralement quelque part entre la direction et les services opérationnels quand il est au siège. Quand il est sur le terrain, il est positionné entre la direction du pays et le département de communication du siège. Et le truc, c'est que vous, de votre position, il faut impérativement que vous ayez de l'information qui vous revienne du terrain pour que vous puissiez produire de la communication qui va servir à l'organisation. Alors, quand vous êtes vous-même sur le terrain, vous récupérez l'information directement auprès de vos collègues, mais cette information, vous devez l'utiliser pour vous, mais vous devez également la transmettre à votre siège pour qu'on puisse aussi nourrir l'activité du siège et qu'ils puissent, eux, s'en servir pour faire de la communication plus globale. Et puis, quand vous êtes au siège, soit vous avez un intermédiaire sur le terrain qui va vous servir de référent communication, qui lui va préparer ces éléments à lui, que vous allez devoir valider et sur lesquels ensuite vous allez pouvoir vous appuyer pour produire votre communication siège, soit vous n'avez pas de référent communicant sur le terrain et vous devez donc directement gérer avec soit les desks, donc les services géographiques, soit directement avec les missions pour pouvoir récupérer de l'information. Donc, quand je dis de l'information, c'est aussi bien de la donnée écrite, donc du narratif sur les activités en cours, mais également de la photo et de la vidéo, et de préférence de la photo et de la vidéo qui soient de bonne qualité, que vous allez pouvoir utiliser et exploiter ensuite dans votre communication grand public, mais aussi votre communication à destination de partenaires institutionnels. Si tu peux continuer, voilà. Donc, un autre impératif, un autre enjeu, c'est de savoir évoluer dans la continuité. Aujourd'hui, depuis la démocratisation des réseaux sociaux et plus globalement depuis l'arrivée d'Internet, la notoriété d'une organisation passe par les outils de la communication moderne, notamment les réseaux sociaux, mais pas que. Et elle passe par un certain nombre d'outils qui ont été affinés et taillés un peu sur mesure pour les acteurs du privé, notamment la presse grand public, ainsi que les acteurs les acteurs privés à but marchand, mais pas que. Le problème étant que pour une ONG, voilà, les outils aujourd'hui qui marchent bien d'un point de vue médiatique, c'est l'infotainment, et d'un autre côté, pour les marques, ce qui fonctionne bien, c'est le marketing agressif. Or, lorsque vous êtes une ONG, eh ben, vous n'êtes pas un organe de presse, donc l'infotainment, c'est quand même compliqué de l'employer puisque c'est en inadéquation avec la manière traditionnelle de communiquer d'une ONG. Et par ailleurs, le marketing agressif, c'est en soi aussi un outil qui vous est difficilement accessible puisque vous n'êtes pas dans une démarche marchande, bien que vous devez défendre l'image de marque de votre ONG en matière de communication. Donc, il y a un peu cette tension qui existe et qui est un enjeu vraiment, véritablement, lorsqu'on fait de la communication aujourd'hui, de comment est-ce que je trouve les moyens d'utiliser les outils modernes et les techniques modernes de communication sans me mettre à utiliser les mêmes techniques ou les mêmes méthodes que Coca-Cola, Pepsi, etc., etc. Désolé de citer des marques, mais c'est juste pour vous faire sentir un peu la tension dans laquelle on peut se retrouver. Et donc, l'important, c'est de tester des choses, d'être innovant, tout en mesurant les risques, bien évidemment, d'aller trouver des moyens de communication novateurs, des moyens originaux qui permettent de vous mettre un peu plus en avant que les autres dans votre communication,
tout en restant fidèle au message premier de votre association et de rester fidèle au cœur de son projet associatif. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est, quels que soient les outils que vous utilisez, quelles que soient les techniques que vous employez, de bien garder à l'idée que c'est avant tout les valeurs d'humanité, de solidarité et de bien commun qui sont au cœur du fonctionnement des ONG, et que c'est ça que c'est cette volonté de transmettre ces valeurs-là qui doit être le moteur de votre communication et de la stratégie qu'il y a derrière. Pour finir, donc sur les possibles évolutions du métier, alors là, c'est loin de moi l'idée de faire le devin, hein, les choses peuvent beaucoup changer, d'autant qu'on est dans un secteur où on travaille avec des outils notamment que sont les réseaux sociaux et les algorithmes, qui ne concernent pas que les réseaux sociaux, malheureusement, qui concernent maintenant Internet en général, qui évoluent rapidement, mais qui sont aussi des éléments qui créent des tendances très fortes, mais des tendances qui sont aussi très volatiles, avec des éléments qui peuvent changer des trending topics qui peuvent basculer d'un jour à un autre. Ce qui est tendance à un moment donné ne l'est plus du jour au lendemain. Des plateformes qui sont identifiées comme des choses qui sont indéboulonnables et inamovibles, qui d'un seul coup finissent par péricliter et être désinstallées des utilisateurs, alors que vous aviez misé toute partie de votre stratégie dessus. Donc, je disais tout à l'heure qu'il faut se tenir informé de l'évolution des outils, continuer à en chercher, et ça, c'est fondamental. Il faut être disruptif pour se démarquer, et comment faire pour une organisation. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Privilégier des profils et des parcours experts au détriment de parcours engagés. Donc, aller recruter des gens qui n'ont pas forcément une longue expérience dans le secteur humanitaire ou dans le secteur de la solidarité en général, mais qui, par contre, ont de solides compétences en matière de communication. Donc, des gens qui viennent du privé, qui vont pouvoir apporter vraiment de la compétence technique pure et dure. Une autre possibilité serait de privilégier l'emploi de prestataires privés, donc vraiment d'externaliser tout le volet communication à l'intérieur des organisations pour le confier à des entreprises, qu'elles soient à but purement lucratif ou que ce soit des acteurs de l'ESS qui vont vraiment gérer tous ces aspects-là pour les organisations. Mais néanmoins, moi, je fais le pari que l'implication dans le secteur restera quand même toujours dans les processus de recrutement un facteur extrêmement important. Un chargé de communication dans un recrutement, enfin quelqu'un qui candidate à un poste de chargé de communication qui se présente sans avoir la moindre idée de comment fonctionne ce secteur, ça me paraît très compliqué. Ne serait-ce que du coup, ça veut dire que la personne arrive en se confrontant à un domaine dont elle ne connaît ni les acteurs en présence, ni les cibles, ni les méthodes et les us et coutumes qui sont très instaurés en matière de communication, même si j'ai beaucoup parlé d'essayer d'être novateur et de bousculer un peu les choses pour être détonnant dans sa communication. Il y a quand même des choses qui restent des fondamentaux. Et c'est pour ça que, selon moi, on va se diriger vers un petit mix des deux, où on va attendre d'avoir des gens qui vont avoir vraiment des parcours très marqués communication, avec même des fois des profils très spécialisés sur des domaines particuliers ou les relations publiques en particulier, mais qu'on attendra toujours des candidats qui aient quand même une petite expérience en matière de solidarité, que ce soit par du bénévolat, que ce soit par du mécénat, de compétences qu'ils auraient pu faire dans le cadre de leurs activités précédentes, que ce soit par du volontariat, que ce soit du service civique ou du VSI qu'ils auraient pu faire. Bref, voilà. Je pense que, mine de rien, on restera quand même dans une optique d'avoir des chargés de communication qui sont issus eux-mêmes du secteur, tout en ayant quand même un panier de compétences bien fourni. Voilà, ce sera tout pour moi pour cette présentation. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps, et encore une fois, je vous prie de m'excuser pour l'interruption qu'il y a eu.
Merci beaucoup, Driss, pour ton intervention. Donc, je vois qu'il y a une première question dans le chat. Du coup, la question est plus axée sur la communication humanitaire. Lorsque nous sommes amenés à donner des informations sur la structure, faut-il toujours prioriser les prestataires privés? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, quelles sont les recommandations pour une bonne communication humanitaire? Alors, tac, tac, tac. Alors, je reprends la première question. Nous sommes amenés à donner des informations sur la structure. Faut-il prioriser les prestataires privés? Alors, si je comprends bien la question, donner des informations sur la structure, faut-il prioriser? Ça dépend. Si au sein de l'organisation, il y a quelqu'un avec la compétence pour produire lui-même l'information concernant l'organisation, par exemple, s'il y a quelqu'un au sein de l'ONG pour produire lui-même le rapport d'activité, il n'est pas nécessaire de passer par un prestataire privé. Après, c'est une question de curseur pour l'organisation. Si l'impératif est d'avoir un document de communication qui soit de grande qualité, que ce soit au point de vue technique, j'entends, hein, et que l'organisation décide qu'elle va passer par un prestataire dont c'est véritablement le métier, qui ne fait que ça du soir au matin, ça peut être un choix. En revanche, si au sein de l'organisation, que ce soit par un choix de dire on va faire confiance à notre communicant ou notre communicante pour qu'il produise le document lui-même, ou parfois aussi un arbitrage financier, on décide de remettre la conception des documents, des supports physiques ou des supports virtuels à là ou aux communicants, et ben, là, ça peut être quelque chose qui peut rester en interne. Encore une fois, c'est une question après là, c'est vraiment une question de management, quoi. Est-ce qu'on considère qu'on a les compétences en interne suffisamment solides pour que les éléments de communication soient produits en interne, ou est-ce qu'on les externalise, sachant que derrière se pose aussi la question budgétaire. Et donc, pour la deuxième question, donc, quelles sont les recommandations pour une bonne communication humanitaire? Vous avez 3 heures. Non, les bonnes recommandations, alors là, pour le coup, c'est un avis de mon expérience. De mon expérience, je recommanderais de prioriser sur les faits. Voilà. Sur mon organisation est active dans telle zone de tel pays, voilà ce que nous faisons, voilà comment nous le faisons, voilà avec qui nous le faisons, et de s'en tenir vraiment à la factualité des choses. Faire une communication humanitaire qui se voudrait, alors bien évidemment, on fait toujours en sorte de présenter les choses sous leurs meilleurs aspects, et on a tendance à valoriser et de mettre en avant les réussites plutôt que les échecs, même si bien évidemment il y a toujours matière à capitaliser sur des choses qui peuvent échouer ou mal fonctionner. Mais voilà, je dirais de se focaliser sur les faits, et puis surtout, je le mentionnais tout à l'heure, hein, voilà, on est des organisations de solidarité internationale. L'humain, dans la plupart des cas, des domaines dans lesquels on peut travailler, est généralement au centre de nos activités, que ce soit dans notre rapport d'acteurs qui fournit un appui à nos bénéficiaires, mais même en interne, entre nous, entre travailleurs d'une même organisation, ou même entre les salariés et les bénévoles entre eux, mais le lien aussi que nos équipes terrain ont avec nos bénéficiaires. Donc, ne pas oublier ce facteur humain qui doit aussi être au cœur de notre communication. Voilà, si un peu les éléments clés que je pourrais, moi-même, que je considérais comme étant les plus importants. Un autre aspect également, de ne jamais, aussi innovant et aussi disruptif qu'on veut être, ne jamais non plus trop s'éloigner de la charte éditoriale de son ONG, de ne pas s'éloigner des valeurs de cette dernière, et de ne pas dévier de la stratégie de communication qui a été établie. Si on a établi que dans la stratégie, que les éléments de langage clés de l'organisation, c'était
humanité, réhabilitation et aide au développement, bon, parce qu'on est une ONG qui ne fait pas d'urgence humanitaire, on n'a pas à commencer à parler d'urgence humanitaire. On va rester focalisé sur les termes de réhabilitation et d'aide au développement. Voilà. Après, encore une fois, c'est une question de curseur, mais voilà globalement ce qui sont pour moi les éléments clés les recommandations clés que je pourrais donner. Ensuite, on a une autre question, merci beaucoup. Quels sont les meilleurs moyens et les possibilités de reconversion pour un communicateur humanitaire qui ne souhaite plus continuer le métier, mais tout en restant dans l'humanitaire? Alors, un communicant qui voudrait arrêter d'être communicant, alors il y a pléthore de choses, hein, alors déjà je pense que ça passe par un bilan de compétences et potentiellement, faire des formations, pour commencer à un peu évoluer, au sein de l'organisation déjà, enfin quand c'est possible, hein, mais typiquement lorsqu'on est suffisamment aguerri en matière de communication, ça veut dire qu'on a aussi quand même acquéri un certain nombre de compétences et de savoir-faire en matière de gestion de projet. Donc pourquoi pas glisser petit à petit, moyennant bien évidemment des formations si nécessaire, hein, mais plutôt de basculer vers des fonctions de management, alors que ce soit de management de projet, de gestion de projet, ou carrément de gestion d'équipe. Vous voyez, si par exemple vous êtes dans une organisation qui est en train de se développer avec un service communication qui gonfle, et pourquoi pas passer dans un rôle plutôt de manager, donc de responsable de service plutôt que de communicant, et donc d'être plus à gérer une équipe plutôt qu'à produire soi-même la communication, mais soit voilà, de basculer plutôt sur d'autres fonctions. Alors je disais la gestion de projet, donc carrément basculer sur un desk, mais pourquoi pas aussi, si vous avez plus eu un parcours au sein de votre organisation à gérer de l'événementiel, basculer sur la logistique, ça peut aussi être quelque chose de tout à fait envisageable et de tout à fait faisable. Après, ça, c'est à vous de voir en interne, avec votre direction, avec votre département RH, qu'est-ce qui peut être envisageable en matière de formation pour organiser cette bascule. Soit sinon, autre possibilité, passer par un organisme comme Bioforce pour vraiment faire une formation toujours dans le secteur de l'humanitaire, mais sur un autre domaine, en justifiant des compétences que vous avez acquis en matière de communication qui vous permettent de prétendre à basculer sur de la logistique ou sur de la gestion de projet. Et puis après, voilà, vous faites une formation et vous revenez soit vers votre organisation, soit vers d'autres organisations pour voilà, candidater à d'autres fonctions. Oui, je me permets d'ajouter, hein, dans ce sens-là, c'est qu'effectivement, on observe souvent une bonne mobilité une fois qu'on est déjà dans le secteur de l'humanitaire, de passer d'une fonction à l'autre, surtout quand au sein d'une même organisation, c'est quelque chose qui s'observe assez fréquemment. L'enjeu, là, je pense que c'est vraiment clarifier, justement vos objectifs, de pouvoir du coup, redéfinir votre profil en mettant l'accent beaucoup plus sur d'autres types de compétences que vous auriez, développées, à côté, de par votre expérience, la connaissance peut-être, d'un domaine particulier. Si vous avez toujours travaillé, je ne sais pas moi, par exemple dans des organisations, autour de la protection, par la force des choses, vous avez aussi acquis une connaissance de ce domaine-là. Et du coup, ça va permettre de plus mettre en avant, certaines compétences qui étaient peut-être moins visibles quand vous étiez, communicante, mais par contre, en leur donnant plus de poids dans une nouvelle candidature, ça permettra justement d'être perçu différemment, et progressivement donner une nouvelle orientation à votre profil. Je ne sais pas si on a répondu à la question? Ça a l'air. En tout cas, merci beaucoup OK. pour vos réponses. Il y avait Je une main me levée permets là, je pense. d'enchaîner. Oui, alors je vous invite à poser par écrit votre question si c'est possible, c'est plus simple pour une question de logistique. Alors, je me permets de répondre à la question juste avant. Lors d'un stage auprès d'un chargé de communication sur un siège d'une ONG,
J'ai pu remarquer que l'on avait peu de contact avec le public en tant que communicant. Est-ce que le métier de la gestion de projet aurait davantage un contact avec le public? Alors là, je peux peut-être répondre. Là, c'est effectivement un questionnement que beaucoup de personnes ont en voulant travailler dans l'humanitaire, parce qu'il y a vraiment cette différence entre des fonctions qui vont être directement intervenantes auprès du public cible, et des fonctions qui vont plutôt être dans la coordination, donc tous ces métiers plutôt fonctionnels. Et selon voilà, le profil que vous avez, peut-être que vous avez connu plutôt l'un ou plutôt l'autre, mais globalement dans le secteur, à moins d'être directement intervenant social, par exemple au sein d'une association en France, si vous êtes basé en France, d'avoir un métier qui est directement en lien avec l'accompagnement d'un public, quel que soit ce public et puis l'objectif de votre fonction, là vous êtes directement en contact avec le public. À partir du moment où vous allez vers des métiers de l'humanitaire plus fonctionnels, d'encadrement, etc., donc comme la communication ou même la gestion de projet, vous vous éloignez généralement du public pour être vraiment dans la coordination plutôt d'opérations, d'appui à la réalisation des projets qui seront mis en œuvre par justement précisément ces intervenants. Et alors, dans le cas si vous travaillez pour des ONG internationales, généralement, toutes ces fonctions de contact avec le public, elles sont assurées par des équipes locales, alors, soit de l'organisation elle-même, soit même des organisations partenaires avec lesquelles l'ONG internationale travaille. Et donc, de nouveau, pour les postes expatriés, on est toujours sur des postes plus éloignés du public dans de la gestion, de la coordination. Donc, en voulant être en contact avec le public, généralement, c'est plutôt des métiers de type voilà, d'intervenant social, d'éducateur, d'accompagnement des communautés, etc. Mais donc, ce n'est pas ce qui rentre dans les métiers que nous, on présente ici. Peut-être que Driss, tu as une précision à apporter? En termes de précision, oui. Entre autres chez TGH, mais oui, même les gestionnaires de projet, ce n'est pas eux qui sont en contact direct avec le public. Il va souvent y avoir des techniciens qui, eux, sont, par exemple, sur nos projets de protection, voilà, c'est les psychologues, c'est les accompagnateurs sociaux qui, eux, travaillent directement avec les publics. Mes collègues qui sont plutôt dans des fonctions de gestion de projet, par exemple, les grants officers, eux, ils sont plutôt à distance, à monitorer des activités sur une zone géographique un peu plus large qui va comptabiliser toutes les activités protection, par exemple. Et donc, eux, ils ont moins de contact avec le public. Et puis, pour ce qui est du chargé de communication, c'est vrai que, de manière générale, les publics qui sont vos cibles, que ce soit les donateurs, les bailleurs, le grand public, c'est rarement vous qui allez dialoguer avec toutes ces personnes. Le bailleur de fonds, le partenaire institutionnel, ça va être la direction de l'ONG qui va discuter avec eux. Le partenaire local ou les autorités locales dans les pays d'intervention, ça va être le responsable pays qui va dialoguer avec eux. Les bénéficiaires, ça va être vos équipes terrain. Vous n'êtes pas forcément là. Il est attendu que vous soyez en capacité à tout moment d'être l'interlocuteur de toutes les catégories que je viens de mentionner, y compris les journalistes, hein, bien évidemment. Mais vous êtes surtout là pour préparer les éléments de langage, pour faire en sorte que vos collègues soient en capacité à tout moment de pouvoir répondre aux différents interlocuteurs qu'ils peuvent avoir en face d'eux. Voilà, en espérant que ça répond à la question. Bon, ça a l'air, puisqu'elle nous a remercié sur la conversation. Alors, question suivante, il nous reste 10 petites minutes. Bonjour, j'ai une question par rapport à la communication et le plaidoyer. Comment peut-on communiquer tout en faisant du plaidoyer? Ça, je me permets de rebondir. On a fait un Zoom métier sur les plaidoyers. Voilà, il y a au mois de juin. Voilà. Donc, nous vous invitons à consulter la chaîne YouTube de la Cité de la Solidarité Internationale, sur laquelle vous trouverez tous les replays. C'est ça, Lucie? En gros, c'est ça. Je vérifiais parce que j'ai un doute là tout de suite, mais mais normalement sur le YouTube effectivement de la Cité de la Solidarité Internationale, vous avez
les replays des autres Zoom métiers. Donc, il y a peut-être d'autres sujets aussi qui peuvent vous intéresser. Voilà. Je laisse la main Non, à mais Driss ou à... ouais, tout simplement sur le. En fait, le plaidoyer fait partie du panel des activités de communication qu'on peut être amené à faire. Donc, le plaidoyer rentre dans le cadre de la communication. Donc, on peut tout à fait communiquer en faisant du plaidoyer. Encore une fois, après, l'important dans le plaidoyer, ça va être l'objectif qu'on y met derrière. Est-ce qu'on est dans une optique de mobilisation sociale ou de provoquer un changement de comportement? Mais on peut, les deux vont très bien ensemble. Super, merci beaucoup. Alors, autre question. Les menaces qui semblent peser sur l'avenir du métier de communicateur humanitaire ne peuvent-elles pas être liées au fait que l'humanitaire est devenu un vrai business comme un autre? Aimer l'humanitaire ne suffit plus et certains y entrent parfois attirés simplement par les salaires plus ou moins très attractifs. Alors là, je peux proposer peut-être une réponse. Alors moi, je distinguerais peut-être cette question un vrai business comme un autre, avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, avec le fait que le secteur s'est vraiment professionnalisé. Alors je ne sais pas si c'est ça que vous aviez en tête, mais le fait d'avoir que c'est un secteur qui s'est professionnalisé, forcément, on a vu du coup une structuration aussi du secteur en lien avec des métiers particuliers, du coup des niveaux hiérarchiques, des salaires, etc. Et ce qui fait que parfois on a tendance à considérer aussi l'humanitaire comme étant devenu un secteur professionnel à part entière. Et là, je crois que, enfin, pour ma part, je suis entièrement d'accord. Alors, aimer l'humanitaire ne suffit plus, mais ça, c'est une réalité dans la mesure où, à partir du moment où on cherche des personnes voilà, pour des fonctions très précises qui exigent un certain nombre de compétences, la motivation, elle est hyper importante. Maintenant, elle ne suffit pas pour obtenir ce type de poste. Du coup, on attend des gens qui sont vraiment compétents sur des fonctions parce qu'on est maintenant sur des fonctions qui ne s'improvisent plus et pour lesquelles il faut pouvoir démontrer un savoir-faire et un savoir-être assez bien défini et de plus en plus exigeant. Donc oui, il y en a peut-être qui sont attirés en fait par les salaires assez attractifs, bien que par ailleurs, on entend que c'est un secteur qui justement ne paye pas bien du tout par rapport au privé. Et pour accompagner aussi des personnes ici chez Bioforce qui viennent d'autres secteurs, pour la majorité, c'est plutôt une chute dans leur salaire qu'une évolution. Donc voilà, tout est relatif selon le secteur. Par contre, c'est vrai que beaucoup de recruteurs me disent que on a parfois des personnes qui postulent pour des postes sans forcément être portées par les valeurs de l'organisation ou d'être vraiment motivées par cette dimension d'engagement et des objectifs humanitaires qui sont derrière. Et que parfois, justement, trouver des profils avec un fort engagement et qui mettent vraiment les valeurs au cœur de leur travail, c'est pas forcément évident. Tout ça, je pense que c'est le revers de cette professionnalisation. Après, voilà, je pense qu'il y a des atouts des deux côtés. C'est bien que ce soit professionnalisé et mieux structuré. Et peut-être que par ailleurs, on perd peut-être cet aspect purement humanitaire. Je pense que ça dépend des personnes, ça dépend des organisations. C'est difficile de faire une généralité. Driss, peut-être ton point de vue sur cette question-là? Oui, alors, bon, business comme un autre, non, pour le coup, moi non plus, je suis pas d'accord à de trop nombreux égards, c'est vraiment pas le cas. Pour ce qui est de l'aspect, en fait, le problème, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour les communicants, le problème, c'est que, comment dire, les ONG, on doit utiliser les mêmes outils on doit utiliser les mêmes outils de communication que les structures privées sans avoir rien d'autre en commun que elles, que les outils qu'on est censé utiliser. Pour être plus précis, la communication de masse et les algorithmes font que, voilà, Twitter, par exemple, c'est un outil qui est magnifiquement adapté pour de la communication en quelques petits caractères, ultra percutante, ultra brutale, qui va solliciter plus de l'émotion que de la pensée, mais qui derrière va générer du clic, du like, du retweet, du scandale, mais ça va marcher, ça va flatter l'algorithme, ça va faire fonctionner la plateforme, et celui ou celle d'une organisation privée qui fait ça, il va gagner de la visibilité en partant du principe que bon buzz, bad buzz, peu importe, le buzz reste du buzz. Mais quand vous êtes une ONG, vous êtes avec un outil comme Twitter
enfin, comme X maintenant, qui fonctionnent avec cette logique-là, mais que vous ne pouvez absolument pas vous permettre. Parce que non seulement ce serait extrêmement déplacé et malvenu pour votre organisation d'utiliser ce genre d'outils, et puis deuxièmement, vous n'êtes pas là pour ça, parce que vous êtes une organisation de solidarité, vous n'êtes pas une organisation privée, au sens de privé à but marchand. Et que donc, ce genre d'excentricité, vous ne pouvez pas vous les permettre parce qu'il y a quand même un message avec des valeurs qui est derrière et une qualité de sérieux qui est quand même un peu attendue de la part des ONG. Et donc, ce faisant, on est obligé de recruter des profils qui sont de plus en plus... on va tendance à privilégier les profils avec des compétences techniques très, très poussées en délaissant un petit peu le côté engagement, certes, pour avoir des gens qui vont quand même être en capacité de pallier au fait que, bah voilà, on n'aura jamais une ONG n'aura jamais autant de succès sur les réseaux sociaux que quelques marques que ce soit. Parce que, encore une fois, l'outil qu'on utilise pour faire la promotion de nos activités n'est pas adapté pour nous, les ONG. Il est adapté pour les acteurs du privé. Et donc, d'où ce besoin de focaliser en partie sur les compétences pour faire en sorte que la communication quand même atteigne les objectifs qui sont attendus. Néanmoins, et ça aussi je le disais tout à l'heure, avoir quelqu'un qui ne connaît strictement rien au secteur, c'est extrêmement dangereux parce que du coup, vous allez avoir quelqu'un qui certes va avoir des très très grandes compétences techniques, mais en revanche, c'est là que vous allez potentiellement tomber sur une ressource RH qui à un moment donné va être capable d'écrire un truc qui serait considéré comme extrêmement déplacé par l'un ou l'autre de vos publics cibles et qui pourrait derrière provoquer un petit scandale, entre guillemets, que ce soit quelque chose qui serait publié en ligne, quelque chose qui serait publié dans la presse. Dernier élément sur le côté rémunération, non, pour le coup, je confirme que, au moins dans le secteur de la communication, vous gagnez plus d'argent quand vous êtes tranquillement dans le privé à travailler pour telle ou telle entreprise que quand vous êtes dans le secteur de la solidarité internationale. Que vous soyez dans une organisation humanitaire ou que vous soyez dans une structure qui fait de l'aide au développement. Mais pour finir, c'est vraiment que sur la professionnalisation, ça va je vais dans le même sens que ce que Céline disait, c'est que les enjeux sont de plus en plus importants. Les outils évoluent de manière tellement rapide que ça devient impératif en fait d'avoir de la compétence. Et on se retrouve même des fois, particulièrement dans mon métier à moi, des gens qui ont été formés il y a 15 ans à la communication sont obligés de faire des formations en continu pour rester informés et compétents dans les nouveaux outils et les comprendre et arriver à s'y adapter. Et ça aussi, c'est un véritable enjeu et potentiellement aussi un véritable problème dans les recrutements. C'est qu'il faut du coup constamment poursuivre son travail de formation pour rester le plus vif, si je puis le dire ainsi. Nickel, merci beaucoup. On va prendre une dernière question du coup. C'est quoi l'impact de la communication dans l'exercice de métiers humanitaires dans un environnement de guerre ou dans une zone de conflit? Tu peux répéter la question? Oui, bien sûr. Quel est l'impact de la communication dans un environnement de guerre ou dans une zone de conflit? Alors, l'impact, il peut être variable. Il peut avoir une vertu d'alerter le grand public, alors à l'international, sur regardez, là, à tel endroit, il y a un conflit qui est en cours. Notre ONG y est pour faire ce qu'elle sait faire et voilà les projets qu'elle fait, mais derrière, il y a aussi l'idée de « Eh oh, le monde, il y a un conflit qui est en cours, il faudrait que tout le monde s'y intéresse ». Ça peut également servir de comment dire comment je pourrais formuler ça
Ça peut également à destination du public, des publics dans les pays concernés, un peu de message d'espoir et de résilience, de dire, parce que souvent maintenant, même dans les crises humanitaires, même dans les zones en conflit, c'est extrêmement rare qu'il n'y ait pas des acteurs locaux, des acteurs associatifs du pays concerné qui ne se mettent pas d'eux-mêmes à continuer à faire du travail de solidarité internationale. Et souvent, les organisations comme Triangle, par exemple, on va aller s'associer à ces acteurs associatifs pour pallier et soutenir les populations dans le besoin. Et quand vous faites une communication, vous expliquez que voilà, on est à tel endroit, on travaille avec telle association, telle ONG du pays pour faire de l'accès à l'eau, pour faire de la lutte contre on va distribuer des moustiquaires, des kits de santé, etc., etc. Et ben, derrière, pour les populations des pays concernés, ça transmet quand même un message de résilience, un message d'espoir, au sens qu'on n'est pas condamné à simplement être des victimes de la guerre, mais qu'on a des gens chez nous et nous-mêmes, on peut être acteurs de la résilience. Donc, il y a un peu ça, ce qui est quelque chose d'assez nouveau, où avant, notamment dans les années 90 et avant, le message n'était pas là. Le message, c'était il y a une urgence, les ONG, on y va, on intervient. Et ça, c'est aussi un aspect qui a évolué dans le bon sens dans la communication des organisations de solidarité internationale, que ce soit les ONG françaises et les ONG de toute nationalité. Dans la mesure où aujourd'hui, c'est le partenariat interorganisation et le consortium qui sont les mots-clés et les démarches les plus attendues par des organisations internationales, eh ben, voilà, on est plus dans ces logiques-là et derrière, la communication peut aussi avoir cette vertu-là. Voilà, je prendrai le cas, par exemple, on a des projets, nous, en Ukraine ou en Centrafrique. En Centrafrique, on est sur la Vakaga, donc qui est la zone frontalière avec le Sud-Soudan, avec le Soudan, pardon. Voilà, là-bas, on a des outils, on a des campagnes de communication qui sont assez fortes à l'intérieur des pays, justement dans cette logique de montrer la résilience des populations. Alors après, c'est pas nous qui amèneront un changement et qui feront que les conflits s'arrêteront, mais au moins la communication peut aussi avoir cette vertu-là. Super, et ben, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Si jamais, je me permets, si vous avez des questions en lien avec les formations de Bioforce, voilà, je vais laisser Céline mettre l'adresse sur laquelle vous pouvez contacter. Et également, il y a pas mal d'informations sur leur site internet. Et ensuite, bah, je tenais à remercier chaleureusement Driss, qui est revenu faire les Zooms métiers organisés par la CSI, mais cette fois en tant qu'intervenant. Donc, merci à lui. Pour ceux que ça intéresse, eh ben, écoutez, on peut se retrouver à Soliway au mois de novembre, et où on aura également une thématique sur l'urgence à nos portes et l'enjeu de la communication. Donc voilà, peut-être que ça en intéressera plus d'un. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Est-ce que Céline ou Driss, vous voulez conclure sur quelque chose, ou c'est tout bon? C'est tout bon pour moi. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Voilà, moi, Super. simplement, je vous remercierai toutes et tous. Merci à Lucie, à toute l'équipe de la CSI de m'avoir proposé d'intervenir. J'espère que les auditeurs, voilà, j'aurais été intéressant et pas trop assommant avec mes histoires, et que ça vous aura donné envie de vous intéresser à la communication dans le secteur et pourquoi pas d'en faire votre métier. Et puis pour terminer, si vous avez l'occasion, je vous invite chaleureusement et vivement à participer de la solidarité internationale. Voilà, n'hésitez pas à venir. Super, merci beaucoup. Très belle soirée à tous.